Bienvenue à la 13e édition des Rendez-vous du Management. Vous êtes client quaternaire, donc on est entre nous. Vous incarnez l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur l'extérieur, l'envie d'aller vous alimenter d'idées, de pistes de réflexion qui viennent d'ailleurs, l'envie de vous connecter. La connexion, c'est le thème de la journée, puisqu'aujourd'hui, on va parler énormément de digital. Donc je vous propose cette année un conte animalier qui démarre avec l'histoire d'une poule. Considérons que la poule est le digital, considérons que la poule incarne tout ce qui est numérisation des échanges, dématérialisation des échanges. Nous, on pense que ce qui est important dans le digital, ce sont ses impacts. Alors, quels sont les impacts du digital ? Les vrais impacts qui vont conduire à cette fameuse transformation du digital qui est nécessaire. Le premier impact, c'est la suite du conte animalier, c'est Goupil. Goupil, c'est le renard. Goupil, il incarne la menace que le digital fait peser pour nous par ses impacts. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde où tout se compare. On est dans un monde de transparence totale, où vous pouvez être sûr que celui qui cherche mieux et moins cher le trouvera quelque part parce que tout est accessible. On est dans un monde où tout se sait, on est dans un monde où tout se copie. On est dans un monde où n'importe quel renard peut chercher à piquer vos idées, ou tout du moins les idées qui sont copiables. On est dans un monde d'instabilité permanente, un monde d'innovation, avec la prochaine innovation en rupture du futur qui est peut-être déjà au coin de la rue. Donc la menace pèse sur nous. Alors il n'y a pas que Goupil comme menace. Il y a une deuxième menace, c'est la menace de l'enfermement. La menace qui pèse sur nous, c'est de se faire enfermer dans la matrice du digital, la matrice de la connexion permanente, la maîtrise des échanges uniquement digitalisés entre les collaborateurs, le pilotage par les KPI, le pilotage par l'ensemble de thermomètres que toutes les applications peuvent utiliser pour vous rappeler systématiquement ce que vous avez à faire sans que vous ayez eu le moindre échange avec personne. Alors je dialoguais récemment avec un de nos partenaires qui est le fournisseur d'une solution de travail collaboratif, de plateforme de travail collaboratif. Et il me dit, tu verras, ma solution est merveilleuse parce que les gens travaillent sur la plateforme, il y a des alertes, il y a des avatars, des chatbots, tout ce que tu veux. Et je lui dis, il reste une difficulté quand même, c'est comment faire en sorte que les gens se consacrent au projet en collaboratif, alors qu'au quotidien, la vie continue et qu'ils ont des activités opérationnelles et des managers qui leur demandent de faire avancer le boulot. Et il me répond, il n'y a pas de souci Alexandre, avec ma solution, ton collaborateur qui n'a pas travaillé depuis une semaine sur le projet, reçoit une notification. Ting. Notification. Et il me dit, toi, le chef, tu reçois un tableau de bord qui explique combien de temps ton collaborateur s'est connecté au projet, à quelle date, depuis quand il ne s'est pas connecté. Et ça te permet, toi, de lui envoyer un mail pour lui rappeler qu'il doit contribuer au projet. La matrice du digital, celle où vous contrôlez tout par les indicateurs et les notifications. Et puis la troisième menace, c'est celle des compétences. Vous avez probablement entendu que 20% des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus dans 25 ans parce qu'ils auront été automatisés ou parce qu'ils n'auront plus de valeur ajoutée. Alors, si vous écoutez certains concurrents, ils vous diront que ce n'est pas 20%, c'est 40%. Parce que traditionnellement, le consultant a tendance à dramatiser un peu certaines situations de façon à générer une envie compulsive de faire appel à ses services. Mais ce n'est pas nous, hein. Ça n'est pas nous. Alors, quand on dit le digital, c'est des menaces, des menaces, des menaces, oui, c'est des menaces, oui, c'est des obligations, oui, c'est des difficultés. Mais le digital, c'est aussi de formidables opportunités, Dieu merci. Alors quand on écoute les dirigeants, il y en a 30% statistiquement qui disent le digital, c'est la dématérialisation. Il y en a 7% qui disent le digital, c'est peut-être une nouvelle façon de voir nos modèles économiques. Si on regarde quelques exemples récents dans le monde de l'hôtellerie et du tourisme, ça intéressera quelques-uns par ici. Les hôtels Accor ont
il y a déjà bien longtemps, digitaliser leur système de réservation. Ça ne les a pas empêchés un instant de subir la vague d'Airbnb. Digitalisation Airbnb, dématérialisation système de réservation. Dématérialisation, demain, vous prenez rendez-vous directement sur l'agenda de votre coiffeur. Digitalisation, après-demain, c'est votre voisin qui vous coupe les cheveux. La dématérialisation crée un mouvement, la digitalisation crée un mouvement qui lui est bien supérieur. Hier, Michelin vendait des pneus aux compagnies aériennes pour faire atterrir les avions. Demain, Michelin vendra un nombre d'atterrissages avec son pneu. On passe d'une culture de la possession à une culture de l'usage. Donc le digital, ce n'est pas simplement de dématérialiser un certain nombre de flux. Le digital, c'est une nouvelle façon de concevoir la valeur ajoutée qu'on apporte aux clients dans un contexte digital, mais en revenant vraiment se connecter aux besoins originels du client. Une fois qu'on a dit ça, on sait que le digital, c'est aussi des opportunités. Alors des opportunités formidables, parce que tout le savoir est disponible aussi pour vous, parce que si vous êtes ouvert sur l'extérieur, vous pouvez aller chercher à l'extérieur un maximum d'idées. Ça va juste donner quelques obligations. L'obligation de l'ouverture sur l'extérieur, l'obligation de la rapidité, et l'obligation de se mettre en capacité d'avoir une véritable innovation, puisque l'innovation va beaucoup plus rapidement qu'autrefois. Là, on quitte le monde animalier et on vient dans ce qui est important et rationnel. On dit quoi? La transformation digitale, en fait, ce n'est pas la dématérialisation, ce n'est pas la numérisation. La transformation digitale, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Les gens intelligents disent c'est un changement de paradigme. Donc, c'est un changement de paradigme avec une batterie d'outils digitaux qui vont permettre d'ouvrir largement les perspectives de développement. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on dit la transformation digitale, c'est 3 chantiers de transformation pour l'entreprise. C'est un chantier qui consiste à dire je vais devoir complètement intégrer le client dans mon développement et dans mon innovation pour être sûr de coller systématiquement au plus près à ce qui fait l'essence de son besoin. C'est je vais être obligé de dynamiser complètement l'intelligence collective de mon entreprise pour générer une innovation permanente et rapide. Je vais être obligé d'injecter un maximum de transversalité parce que je sais que c'est à la frontière des expertises que va se créer l'innovation. Et puis, je vais devoir stimuler mon écosystème, mes partenaires, mes fournisseurs, parce que là où je stimulerai le croisement des expertises, j'aurai des chances de développer des nouvelles offres sur des nouveaux usages, sur de nouveaux marchés. Avec la techno en soutien. Évidemment, si on n'a pas la techno, on va avoir du mal à faire ça, ça et ça. Par contre, la techno dont il est question, la techno qu'on a vue tout à l'heure, il y a de fortes chances que demain, tout le monde l'ait. Le fax, tout le monde ne l'a pas eu tout de suite. Et à l'époque du fax, tout n'était pas copiable. Aujourd'hui, vous inventez une techno, vous avez de fortes chances qu'un autre l'ait copiée. Vous avez un fournisseur qui vous propose une solution technologique, 3 semaines après, vous en avez un autre qui vous propose la même à l'envers, en bleu, en rouge, en orange. Mais globalement, cette techno, elle se copie. Par contre, tout ce qui est au-dessus, ça c'est vachement plus dur à copier. Ça, c'est beaucoup plus dur à copier. Alors, une fois qu'on a dit ça et qu'on sait que c'est vachement grave, il y a plusieurs attitudes possibles. La première attitude, c'est celle-là. Ça, c'est l'attitude qui consiste à dire il n'y a pas de problème, de toute façon, ça va passer, il y a eu plein d'autres trucs avant et c'est passé. Donc, on peut se mettre la tête dans le sable, parce que c'est confortable et parce que ça va passer. Parce que nous, on est comme le chat. Le chat, c'est Félix, suite du conte animalier. Nous, on est comme le chat. Jusqu'ici, on est toujours tombé sur nos pattes. Et quand même, vu l'âge qu'on a, il y a quand même de fortes chances que tout ça, ça passe, mais que moi, je sois parti avant. Donc, on va laisser passer le truc. Je reste dans mon contrôle qui me permet quand même de maîtriser, et ça m'angoisse un peu moins. Dans mon reporting qui me permet de mépriser, et ça m'angoisse un peu moins. Bref, je suis bien comme ça, et ça a toujours fonctionné. Et d'ailleurs, le digital va peut-être même m'aider, parce que je pourrai avoir un visu plus rapide sur mes KPI,
Et donc je vais encore plus maîtriser et contrôler. L'intelligence collective, c'est bien, mais ils vont attendre un petit peu que moi je sois parti. Je ne montrerai pas de photo de Félix qui tombe du 20e étage, mais le message est juste de dire la transformation digitale, c'est à peu près un immeuble de 20 étages pour un chat. Donc la digital attitude ne nous permet pas d'attendre. On propose 3 choses dans la digital attitude. 3 choses qui n'ont rien de digital, hein. C'est juste un changement de comportement. Première chose, on est obligé de regarder ce qui se passe et de se dire, il se passe un truc et il va falloir que je change quelque chose. Parce que ce qu'il se passe n'est pas neutre. Si je ne vois que la dématérialisation, il ne se passe pas grand-chose. Si je vois les impacts de la dématérialisation, il se passe quand même 2-3 trucs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de ne pas aller chercher systématiquement sa force sur le digital. Si tout le monde ne cherche à innover que sur le digital, la différenciation disparaîtra. Alors le digital occupe une partie du sujet de l'offre, mais pas la totalité. Quand je réserve mon week-end à Center Parcs par voie digitale, je ne le fais pas juste pour m'éclater avec le système de réservation. Et donc l'innovation que j'attends de Center Parcs, c'est autre chose que son système de réservation. C'est autre chose que d'avoir des cookies qui lui permettent de me rappeler qu'éventuellement je peux réserver un week-end chez eux. Autrement dit, quand on va aller chercher l'innovation n'est pas forcément sur le digital. Il va falloir aller rechercher ce sur quoi on est fort, ce qui constitue notre capital, nos points de force, et qui plus est, ce qui n'est pas copiable. Ceux qui sont très concernés par la relation client sauront que de toute façon, demain, la plupart des systèmes seront digitalisés, mais que par contre, ceux qui seront meilleurs sur la relation feront la différence. Deuxième élément de la digital attitude, pour qui ne veut pas être chat. Le troisième élément, c'est la fin du droit à la déconnexion. Parce qu'il va falloir être 100% connecté. Dieu merci, pas 100% connecté, sur son téléphone. J'ai repris une peinture de Fantin Latour. Tout le monde connaît ma passion pour l'art. Ma passion naissante pour l'art. Fantin Latour, c'est le monsieur qui est ici. Et Fantin Latour, c'est lui qui crée l'œuvre, c'est lui qui crée la nouvelle peinture de demain. Et pourtant, Fantin Latour, il s'est entouré de tout un tas de personnes qui n'ont rien à voir avec le monde de la peinture, mais qui vont lui donner son inspiration et sa capacité à regarder différemment ce qu'il peint. Autrement dit, il va chercher son inspiration à l'extérieur. Et ce que nous expliquait Grégoire Jean Monod, qui est un journaliste d'art, qui nous a présenté ça il y a 2 ou 3 ans, c'est que la plupart des mouvements de peinture, la plupart des pages de la peinture, de l'histoire qui se sont tournées, ont été créées par des collectifs. Il nous cite les romantiques, il nous cite les symbolistes, il nous cite les impressionnistes. Et c'est rarement l'œuvre d'un peintre que d'inverser un mouvement et de créer une réelle innovation. Donc nous, il va falloir qu'on soit pareil. Si on veut créer de la puissance collective, il va falloir qu'on soit 100% connecté à notre environnement. 100% connecté à notre environnement de clients, de fournisseurs, de partenaires, parce que c'est là qu'on va aller puiser la source de l'innovation chez des gens qui ne voient pas les choses de la même façon que nous. On va être 100% connecté client, on l'a vu tout à l'heure, pour être sûr d'aller rechercher le vrai besoin, la vraie valeur attendue de la part du client. Hier, on réfléchissait au parcours client par la connaissance qu'on avait de la façon dont on pensait que le client concevait le parcours. Ça, c'était hier. Il y a encore un petit peu moins longtemps, on demandait au client ce qu'il en pensait. Demain, c'est le client qui va créer son parcours. Demain, on va travailler avec le client, il va s'intégrer dans nos équipes et on va travailler avec lui sur le parcours. Avec les collaborateurs, c'est pareil. S'il y a une chose qui n'est pas copiable, c'est la connexion qu'on arrivera à générer entre les collaborateurs. S'il y a quelque chose que Goupil le renard ne peut pas vous copier parce que ça ne se voit pas à l'extérieur, c'est la capacité que vous avez à faire en sorte que vos collaborateurs travaillent ensemble en transversal pour générer de l'innovation. Et puis 100% connecté, ça veut dire connecter les collaborateurs entre eux, mais ça veut dire aussi vous connecter, nous connecter avec les collaborateurs. Parce que c'est là qu'on va aller chercher le maximum d'énergie. Et puis on sait qu'aujourd'hui, grâce au digital, le collaborateur est plus volatile qu'à une époque.
Et qui plus est, la situation de marché fait que le collaborateur est encore plus volatile. Donc, obligation d'être 100% connecté au collaborateur. Ça, c'est le premier élément de la digital attitude. Le deuxième élément de la digital attitude, c'est le sens. On sait qu'il va falloir développer l'intelligence collective, on sait qu'il va falloir développer la puissance collective. Si on veut avoir une autonomie collective productrice de valeur, on est obligé d'indiquer à l'équipe la direction qu'on lui demande de suivre. Pourquoi on n'arrive pas à maîtriser et pourquoi on est obligé quotidiennement de recadrer et de remettre l'équipe dans le bon sens? Parce que la direction n'est pas connue. Si on n'indique pas où est le but, l'équipe est incapable d'aller jusqu'au but. Alors nous, ça nous rassure, parce que comme l'équipe ne sait pas aller jusqu'au but, ben, elle nous demande. Et comme elle nous demande, on existe. Et comme on existe, on est content. Mais ça marchait dans l'ancien système. Donc, deuxième élément, être capable de donner suffisamment de sens, et ça va être notre boulot de manager, pour créer les conditions de cette autonomie collective. Et puis le troisième sujet, c'est il y a des freins à l'intelligence collective. Il y a des freins terribles. C'est un frein terrible qu'on appelle l'ego. Que voyez-vous sur cette image? Du digital. On assiste à un concert et en fait, un participant au concert sur deux regarde le concert au travers de son téléphone. On prend des photos du concert sur son téléphone parce que ça permet de l'envoyer sur les réseaux sociaux et de dire « J'étais là ». J'étais là, moi j'y étais, et d'ailleurs t'as la photo et c'est moi qui te l'ai envoyée. Et ça permet d'envoyer ça à tout le monde. Donc derrière ça, ce qu'on voit, c'est pas du digital, c'est l'ego. Et on est tous comme ça. Et on est tous comme ça parce qu'on a besoin d'être reconnus, d'exister et éventuellement de démontrer notre valeur. Mais c'est pas grave, on est comme ça, il faut juste le savoir, on a été câblé, éduqué comme ça, on a été câblé sur la performance individuelle, et quand on va essayer de générer de la puissance collective, le premier frein qu'on va avoir, c'est celui qui veut démontrer sa valeur. Et c'est compliqué si tout le monde veut démontrer sa valeur. C'est encore plus compliqué s'il y en a qui veulent démontrer leur valeur à des endroits où vous ne les attendez pas. Pour les passionnés de football, si votre arrière droit, il est persuadé qu'il doit mettre des buts pour exister, il n'a pas gagné le match. Et dans nos équipes au quotidien, on a pas mal d'arrière droits qui pensent qu'il faut qu'ils mettent un but. Parfois, l'arrière droit, c'est nous. Ouais, il faut que je mette des buts. Donc on va être obligé, si on veut de l'intelligence collective, de la puissance collective, de définir les règles du jeu, de dire à chacun où on l'attend, et de se mettre en mesure de le reconnaître, mais de le reconnaître vraiment sur ce qu'il a apporté dans la fonction qu'on attendait de lui. 97% de vos collaborateurs attendent que vous reconnaissiez que c'est eux qui l'ont fait. Reconnaissance incontournable pour l'intelligence collective. Donc en orange, attention, ça devient sérieux. La puissance collective est égale à la connexion fois le sens fois la reconnaissance au carré. La puissance collective, c'est 100% de connexion à l'extérieur, aux clients, aux collaborateurs. C'est du sens pour définir la finalité, générer des réflexes dans l'équipe, et puis de la reconnaissance pour écarter les égos et garantir que chacun donne le meilleur de lui-même en ayant l'impression d'être reconnu. Alors ça, pour les managers que nous sommes, ça veut dire quoi demain? C'est 100% connecté, mais pas 100% connecté au portable. C'est s'asseoir sur son portable et se mettre en connexion avec les collaborateurs, avec les clients, avec les fournisseurs. Et si on pousse plus loin, compte tenu de ce qu'on a dit sur la reconnaissance, il va falloir qu'on soit capable d'être beaucoup plus puissant dans la lecture émotionnelle de ce que vivent et ressentent nos collaborateurs. Ma passion pour la lecture émotionnelle est apparue en même temps que ma passion pour la peinture. Mais il y a quand même quelques études qui démontrent que tout ça a du sens.
l'université de Pittsburgh, à qui je voue la plus grande admiration, a fait une étude qui nous dit que 26% de l'intelligence collective d'un groupe dépend de la sensibilité sociale des individus qui le composent. Autrement dit, de la capacité à comprendre l'état émotionnel des personnes qui l'entourent. Alors évidemment, nous, on ne les a pas éduqués comme ça. Et puis, quand on fait de la formation de nos managers, on ne pense pas en premier à la lecture émotionnelle. Mais si on croit à ça, demain, c'est bien le sujet auquel il va falloir qu'on s'attelle. Nous ne ferons pas la différence et nous n'innoverons pas suffisamment et suffisamment rapidement pour éviter de se faire bouffer par les renards si nous ne travaillons pas sur la lecture émotionnelle. Donc le manager, il est 100% avec ses collaborateurs, 100% avec ses fournisseurs et 100% chez ses clients. Le manager qui demain n'est pas 100% connecté à ses clients a des soucis à se faire sur son avenir. Donc, manager, dehors. Je suis convaincu que les managers sont absolument nécessaires, mais que leur rôle a changé. Leur rôle n'est plus d'intercéder au milieu des collaborateurs. Leur rôle est d'assurer l'interconnexion, la mise en relation des collaborateurs pour générer tout ce qu'on a dit avant. Aujourd'hui, vous êtes dehors, vous êtes venus partager. Et l'objectif de cette journée, ça va être justement de vous connecter, d'aller chercher des idées à l'extérieur. Et puis c'est une journée dans laquelle on va créer un certain nombre d'occasions, d'espaces pour s'interconnecter.